Bienvenue amis, en cette douce soirée, pour un voyage à travers les couloirs dorés de Versailles et dans le monde tumultueux de la France du XVIIIe siècle. Ce soir, nous dérivons ensemble dans la vie extraordinaire d'une jeune archiduchesse autrichienne qui deviendrait l'une des figures les plus fascinantes et tragiques de l'histoire. Que vous vous installiez pour dormir ou que vous cherchiez simplement un refuge loin du monde moderne, je suis reconnaissant que vous ayez choisi de passer ces heures tranquilles avec moi. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas simplement un autre conte d'excès royal et d'intrigues politiques. C'est l'histoire remarquable de Maria Antonia Josepha Johanna, qui deviendrait Marie-Antoinette, reine de France. Une femme dont le nom seul pouvait enflammer la passion, la fureur et la fascination à travers une nation entière. Vous êtes-vous déjà demandé comment une jeune fille de 14 ans venue d'Autriche pouvait devenir la femme la plus détestée de France? La réponse ne se trouve pas dans le simple récit d'une reine gâtée, mais dans un réseau complexe de manigances politiques, de malentendus culturels et des douleurs violentes de la naissance de la démocratie moderne. Ce soir, je vous emmène à l'intérieur des chambres privées et des spectacles publics de Versailles, où une jeune femme a lutté pour naviguer des attentes impossibles tandis qu'un royaume entier vacillait au bord de la Révolution. À la fin de notre voyage ensemble, vous comprendrez comment Marie-Antoinette est devenue à la fois un symbole d'excès royal et une victime tragique de force bien au-delà de son contrôle. Mais avant d'entrer dans le monde opulent de la royauté française, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon contenu. L'année était 1755 lorsque Maria Antonia naquit au sein de la dynastie des Habsbourg, souverain du vaste empire autrichien. C'était un monde où les mariages étaient des traités, où les enfants étaient des outils diplomatiques, et où le destin des nations pouvait reposer sur les épaules d'une adolescente. Le 2e novembre de cette année-là, au palais de la Hofburg à Vienne, l'impératrice Marie-Thérèse donna naissance à son 15e enfant, une petite archiduchesse qui porterait le poids de l'alliance entre deux anciens ennemis. Le Saint-Empire romain germanique s'étendait à travers l'Europe centrale comme une immense couverture de pouvoir, avec Vienne comme sa capitale scintillante. Ici, au palais de la Hofburg, l'impératrice Marie-Thérèse régnait avec une volonté de fer déguisée par une chaleur maternelle. Elle avait survécu aux guerres, aux conspirations politiques et aux défis constants de gouverner des peuples divers, parlant des dizaines de langues différentes. Marie-Thérèse comprenait le pouvoir d'une manière qui façonnerait le destin de sa fille. Elle savait que la survie dans le monde traître de la politique européenne exigeait non seulement intelligence et courage, mais la capacité de transformer les relations personnelles en alliances politiques. Lorsqu'elle regardait sa belle-fille, Maria Antonia, elle voyait non seulement un enfant, mais une future reine qui pourrait cimenter la relation de l'Autriche avec son ancien ennemi, la France. Un détail lugubre marqua la naissance de la petite archiduchesse. Le jour précédant sa venue au monde, le 1er novembre 1755, un terrible tremblement de terre avait dévasté Lisbonne, tuant près de 30 000 personnes. Ses parrains et marraines, le roi Joseph Ier du Portugal et la reine Marie-Anne Victoire d'Espagne, apprirent cette tragédie quelques jours après la naissance. À la lumière des événements qui suivraient, certains verraient dans cette coïncidence un présage troublant, une ombre sur le berceau doré de l'enfant. Cette date funeste serait rappelée des années plus tard, quand le destin de Marie-Antoinette prendrait un tour tragique, comme si le hasard avait voulu lier sa venue au monde à une catastrophe. Bien entendu, cette lecture rétrospective des événements relève davantage de la superstition que de la causalité historique, mais elle illustre comment les contemporains cherchaient à donner un sens au drame qui se déroulait sous leurs yeux. La petite archiduchesse grandit entourée d'un luxe qui rendrait les milliardaires modernes envieux. Le château de Schönbrunn, sa résidence d'été, contenait plus de 1400 pièces décorées avec le plus bel art que l'Europe pouvait produire. La porcelaine chinoise rivalisait avec les tentures flamandes pour l'espace mural, tandis que les lustres de cristal projetaient des motifs arc-en-ciel sur des sols de marbre poli à la perfection du miroir. Pourtant, sous cette splendeur se trouvait la structure rigide du protocole impérial qui gouvernait chaque moment de la jeune vie de Maria Antonia. Dès qu'elle put marcher, la future Marie-Antoinette fut enseignée que ses désirs personnels étaient secondaires aux besoins de l'État. Son éducation ne se concentrait pas sur la littérature ou la philosophie, mais sur les arts de plaire aux autres. Elle apprit à danser avec une grâce éthérée, à parler français avec une prononciation parfaite, et à maintenir son sang-froid sous le regard scrutateur des courtisans, qui observaient chacun de ses gestes pour des signes de faiblesse ou de force. La jeune archiduchesse possédait un charme naturel qui la servirait bien et la condamnerait complètement. Son rire était décrit comme musical, sa manière comme naturellement engageante.
Elle pouvait faire en sorte que même le diplomate le plus pompeux se sente comme la personne la plus intéressante dans la pièce, un talent que sa mère reconnaissait à la fois comme un don et une responsabilité potentielle. Marie-Thérèse s'inquiétait que la nature ouverte de sa fille puisse la rendre vulnérable à la manipulation par ceux qui utiliseraient sa gentillesse contre les intérêts de l'Autriche. Ces préoccupations se révélèrent prophétiques lorsque les ambassadeurs français arrivèrent à Vienne pour négocier le traité de mariage qui transformerait Maria Antonia en Marie-Antoinette. Mais l'éducation de la petite archiduchesse présentait des lacunes préoccupantes. À l'âge de 10 ans, elle avait encore du mal à lire et à écrire en allemand, parlait peu et difficilement le français, et très peu l'italien, 3 langues qui étaient alors parlées couramment dans la famille impériale. Sa gouvernante, la comtesse von Brandeis, très attentionnée, avait manqué de fermeté envers la petite fille qui préférait les loisirs aux études. Cette faiblesse dans son éducation deviendrait un problème lorsque l'idée du mariage commença à se concrétiser. Marie-Thérèse comprit qu'il faudrait transformer rapidement sa fille en une dauphine acceptable pour la cour française exigeante. La cour française avait des exigences spécifiques pour leur future reine qui allaient bien au-delà de la nécessité diplomatique. Elle devrait abandonner non seulement son identité autrichienne, mais ses loyautés autrichiennes, devenant complètement française dans la pensée, la parole et l'action. Les négociations révélèrent les dynamiques complexes qui hanteraient le règne entier de Marie-Antoinette. La France avait besoin de ce mariage pour neutraliser la menace autrichienne aux ambitions françaises en Europe. Mais le peuple français nourrissait de profondes suspicions à propos de toute reine qui venait de leur ennemi traditionnel. Le mariage créerait une dauphine qui était simultanément essentielle à la politique française et fondamentalement méfiée par les sujets français. Marie-Thérèse comprenait parfaitement ces contradictions, mais elle reconnaissait également que ce mariage représentait le meilleur espoir de l'Autriche pour prévenir une autre guerre dévastatrice avec la France. La guerre de 7 ans s'était terminée quelques années plus tôt, laissant les deux empires épuisés et désespérés pour une paix stable. Une princesse Habsbourg sur le trône français pourrait garantir cette paix pour des générations, rendant le sacrifice personnel d'une fille valable pour la sécurité de millions de sujets. La préparation pour la transformation de Maria Antonia commença sérieusement lorsqu'elle eut 13 ans. Des tuteurs français arrivèrent à Vienne pour remodeler non seulement ses compétences linguistiques, mais toute sa vision du monde. Elle fut enseignée à penser comme une princesse française, à comprendre l'histoire française d'une perspective française, et à embrasser les coutumes françaises aussi naturellement que la respiration. Un ecclésiastique français, l'abbé de Vermont, fut spécialement envoyé de France à Vienne pour devenir son précepteur. Il devait combler les lacunes de son éducation et la préparer à son futur rôle. Cette conversion culturelle était systématique et minutieuse, conçue pour éliminer toute trace d'influence autrichienne qui pourrait plus tard être utilisée contre elle par les critiques français. Pourtant, la complétude même de cette transformation deviendrait éventuellement l'une des plus grandes vulnérabilités de Marie-Antoinette. En apprenant à être parfaitement française, elle perdrait l'identité autrichienne qui aurait pu lui fournir des sources alternatives de soutien pendant ses problèmes ultérieurs. Elle créait un soi qui n'existait que dans le contexte spécifique de l'approbation royale française, la laissant désespérément dépendante du maintien de la faveur des gens qui étaient prédisposés à se méfier de ses origines étrangères. Les préparations physiques pour le mariage étaient également élaborées et symboliquement significatives. Le trousseau de Maria Antonia nécessita des mois pour être assemblé, avec des couturières travaillant jour et nuit pour créer des garde-robes qui établiraient son statut comme la femme la plus magnifiquement vêtue d'Europe. Chaque robe, chaque bijou, chaque accessoire était choisi pour envoyer des messages spécifiques sur la richesse autrichienne, le goût français et le pouvoir impérial. La robe de mariage elle-même était un chef-d'œuvre de messagerie diplomatique, incorporant des symboles autrichiens avec une esthétique française de manière à honorer les deux traditions tout en établissant clairement la nouvelle loyauté nationale de la mariée. La soie venait de métiers français, la dentelle d'artisans français, les perles de territoires coloniaux français. Même les fils utilisés pour la broderie étaient spécifiquement choisis pour démontrer la supériorité commerciale et artistique de la France sur ses rivaux européens. Mais au-delà de ces préparations magnifiques se trouvait une transformation plus profonde qui façonnerait toute l'approche de Marie-Antoinette à la fonction de reine. La cour des Habsbourg qui l'avait élevée fonctionnait selon une étiquette espagnole qui mettait l'accent sur la dignité, la formalité et la distance soigneuse entre la royauté et les sujets. La cour française qu'elle entrait célébrait un style complètement différent de comportement royal qui prisait le charme, l'accessibilité et la capacité de faire sentir aux courtisans qu'ils étaient personnellement connectés à leur souverain.
Cette différence dans les attentes de la cour créerait des problèmes constants pour Marie-Antoinette tout au long de son règne. Les comportements qui semblaient naturels et appropriés pour quelqu'un élevé dans les traditions autrichiennes seraient interprétés par les observateurs français comme des preuves de frivolité, de manipulation ou d'influence étrangère dangereuse. Ces tentatives de s'adapter aux attentes françaises seraient vues comme une preuve qu'elle abandonnait la dignité appropriée à sa position royale. Il y eut également le problème de son apparence physique. Marie-Antoinette n'était pas particulièrement jolie selon les standards de l'époque, avec une mâchoire proéminente héritée des Habsbourg, une caractéristique congénitale qui remontait à Charles Quint. Pour ne pas effrayer le jeune dauphin, on décida de lui faire un relooking. Cela commença par les dents, abîmées et plantées de travers. On fit venir un dentiste français, Laveran, qui promit, après examen, des quenottes blanches et bien rangées en 12 semaines. Après les dents, les cheveux. Là aussi, il y avait du travail, confié au sieur Larseneur. La transformation physique de la jeune archiduchesse faisait partie intégrante de sa préparation à devenir dauphine de France. Les cérémonies d'adieu à Vienne étaient conçues pour souligner la finalité de la transformation de Maria Antonia en Marie-Antoinette. Elle fut obligée de laisser derrière elle non seulement sa famille et sa patrie, mais chaque possession personnelle qui pourrait lui rappeler ses origines autrichiennes. Les vêtements qu'elle avait portés, les livres qu'elle avait lus, même les bijoux qu'elle avait reçus en cadeau de parents autrichiens furent tous abandonnés à la frontière entre les deux empires. Cette mort et renaissance symbolique étaient destinées à démontrer l'engagement complet de Marie-Antoinette à sa nouvelle identité française, mais elle éliminait également les ancres personnelles qui auraient pu l'aider à maintenir sa stabilité psychologique pendant les années difficiles à venir. Elle entrait en France comme une femme sans passé, devant créer un soi entièrement nouveau qui satisferait des attentes impossibles tout en naviguant des courants politiques traîtres qu'elle comprenait à peine. Le 19 avril 1770, une cérémonie de mariage par procuration fut célébrée à Vienne. Le marquis de Durfort signa l'acte de mariage au nom du dauphin Louis-Auguste. Le lendemain, le 21 avril au petit matin, Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, la benjamine de la famille impériale, âgée de 14 ans et 5 mois, quitta définitivement Vienne et l'Autriche. Sa mère lui fit alors un grand nombre de recommandations. De douloureux pressentiments entourèrent son départ de Vienne. Les adieux furent déchirants. Hommes et femmes se livrèrent aux mêmes expressions de douleur. Les avenues, comme les rues de Vienne en retentirent. On ne rentrait chez soi qu'après avoir perdu de vue le dernier courrier qui la suivait, et l'on n'y rentrait que pour gémir en famille d'une perte commune. L'impératrice sa mère semblait aussi touchée par le phénomène. Le voyage de Vienne à Versailles prit plusieurs semaines avec des cérémonies élaborées à chaque arrêt majeur conçues pour présenter la future reine à ses nouveaux sujets. Ces événements révélèrent à la fois la promesse et les problèmes qui définiraient la relation de Marie-Antoinette avec le peuple français. Des foules se rassemblèrent avec enthousiasme pour voir leur future reine, charmée par sa jeunesse, sa beauté et son accessibilité apparente. Pourtant, même ces premières rencontres contenaient des signes avant-coureurs de problèmes futurs. Certains observateurs notèrent que la jeune dauphine semblait plus autrichienne que française dans ses manières, tandis que d'autres critiquaient son plaisir apparent du luxe et de la cérémonie comme preuve de priorités inappropriées. Les qualités mêmes qui la rendaient attrayante en tant que personne, sa chaleur naturelle et son plaisir évident dans les belles choses, étaient interprétés comme des défauts de caractère potentiels qui pourraient la rendre inadaptée comme reine. Le 7 mai, la cérémonie de la remise de la dauphine au royaume de France eut lieu à Strasbourg. Sur l'île aux Épis, une zone neutre située au milieu du Rhin entre Kehl et Strasbourg, dans un bâtiment éphémère en bois construit à cheval sur la frontière, la jeune archiduchesse d'Autriche se dépouilla de ses vêtements et des biens de sa patrie d'origine, pour se parer de ses nouveaux habits à la française. Entrée jeune fille du côté autrichien, elle ressortit jeune dauphine du côté français. Cette cérémonie était hautement symbolique. Marie-Antoinette dut se déshabiller complètement et revêtir des vêtements entièrement français, représentant sa renaissance en tant que princesse française. Elle quitta son entourage autrichien et fut accueillie par un cortège français mené par la comtesse de Noailles, sa nouvelle dame d'honneur. À Nancy, devenue française 4 ans plus tôt, dans l'église des Cordeliers, l'archiduchesse adolescente s'inclina devant les tombeaux des ducs et duchesses de Lorraine, ses ancêtres, se rappelant que son nom était Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. Le 14 mai 1770, la rencontre entre le dauphin et sa future épouse eut lieu au pont de Berne, dans la forêt de Compiègne. Les deux promis avaient respectivement 15 et 14 ans. Selon les témoignages, Louis-Auguste lui adressa un timide baiser sur la joue. Ils gagnèrent ensemble le château de Versailles. Lorsque sa voiture approcha les portes de Versailles pour la première fois,
Marie-Antoinette, âgée de 14 ans, ne pouvait pas imaginer qu'elle entrait non seulement dans un palais, mais dans un piège qui finirait par la détruire. Le bâtiment magnifique qui s'élevait devant elle représentait le sommet du pouvoir royal et de la réalisation artistique, mais il incarnait également des contradictions politiques et sociales qui déchireraient bientôt la France. Le 16 mai 1770 marqua une grande date à Versailles, le mariage officiel de Louis-Auguste et de Marie-Antoinette. Vers 10 heures ce matin-là, Marie-Antoinette foula pour la première fois le damier blanc et noir de la cour de marbre du château de Versailles et fut conduite dans ses appartements, ceux de feu sa belle-mère, la précédente dauphine, Marie-Joseph de Saxe. Il était maintenant temps pour la mariée de s'apprêter pour la cérémonie qui allait suivre. Le palais de Versailles était plus qu'une simple résidence pour la famille royale. C'était un monde complet en soi, abritant des milliers de courtisans, de serviteurs et de personnes suspendues dont toute l'existence tournait autour de la proximité du pouvoir royal. Cette société artificielle fonctionnait selon des règles qui avaient évolué au cours de générations, créant un écosystème complexe de rivalités, d'alliances et d'intrigues que les nouveaux venus naviguaient à leurs risques et périls. À 13 heures, Marie-Antoinette, vêtue d'une robe de drap d'argent à panier, pénétra dans le cabinet du roi. Le dauphin, lui, portait un habit d'or et de diamants du Saint-Esprit. Suivi du roi Louis XV et des princes du sang, le jeune couple traversa le grand appartement empli de monde. Le château de Versailles était noir de monde pour l'occasion et tous les yeux étaient braqués sur le jeune couple. Des tribunes avaient été installées un peu partout, certaines dotées de 6 rangées de gradins. Des invitations avaient préalablement été distribuées, donnant des accès plus ou moins limités selon le statut social. On peut facilement imaginer à quel point la scène devait être impressionnante pour une archiduchesse plus habituée à une vie de cour simple et tranquille à Vienne sous l'autorité de Marie-Thérèse d'Autriche. Dans la chapelle royale du château de Versailles, construite sous Louis XIV, le mariage fut béni par Charles-Antoine de la Roche-Aymon, archevêque de Reims, grand aumônier du roi. En présence de 5000 invités, le dauphin, ceint du cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit, passa l'anneau au doigt de sa femme et obtint du roi le signe rituel d'assentiment. Ému, le dauphin fut émotionnellement touché lorsqu'il mit l'anneau de mariage au doigt de sa femme. Puis, les époux et témoins signèrent les registres paroissiaux. Dans l'après-midi, les Parisiens, venus nombreux assister au mariage, furent autorisés à se promener dans le parc du château où les jeux d'eau avaient été actionnés. Le feu d'artifice prévu le soir même fut annulé à cause d'un violent orage. La journée se termina dans l'Opéra Royal du Palais lors d'un remarquable festin. Il est à noter que le 16 mai était également le jour de l'ouverture de l'Opéra Royal, après quelques années d'agrandissement du château de Versailles. Pour l'occasion fut inauguré l'Opéra du Palais de Versailles, une magnifique salle modulable où se déroulèrent successivement un festin, un concert et un bal pour 1500 courtisans. À minuit et demi arriva le moment qu'appréhendaient, sans aucun doute possible, les 2 adolescents, la nuit de noces. Les 2 jeunes mariés furent conduits dans la chambre de la jeune femme. Sous les yeux d'un public choisi, muni de billets à grandes entrées, commença le cérémonial du coucher. L'archevêque bénit d'abord le lit. Puis les époux enfilèrent, chacun de leur côté, leur tenue de nuit. Comme le voulait la tradition, Louis XV en personne passa la chemise à son petit-fils, tandis que la duchesse de Chartres fit de même avec Marie-Antoinette. Celle-ci prit place la première dans le lit, puis ce fut au tour du dauphin, conduit par Louis XV, de se glisser sous les draps. Les rideaux s'ouvrirent afin que l'assemblée puisse voir le couple, ensemble, dans la couche royale. Ils allèrent au lit en présence de toute la cour afin de montrer qu'ils partageaient bien le même lit. Mais rien ne se passa cette nuit-là. Le mariage du dauphin et de Marie-Antoinette révéla immédiatement que son bonheur personnel serait toujours secondaire à la nécessité politique. Le jeune homme qu'elle épousa n'était rien comme les princes romantiques qu'elle avait imaginés pendant son enfance protégée à Vienne. Louis-Auguste était maladroit, introverti, et bien plus intéressé par les dispositifs mécaniques que par les grâces sociales qui rendaient la vie de cour supportable. Leur nuit de noces fut un désastre qui établit des modèles d'incompréhension mutuelle qui hanteraient leur relation pendant des années. L'échec de leur mariage à produire des héritiers immédiats créa une crise politique qui transforma Marie-Antoinette d'une jeune dauphine prometteuse en une figure de spéculation et de critique nationale. Les circonstances intimes de cette difficulté, que les historiens attribuent aujourd'hui à une condition physique chez Louis-Auguste, restèrent un sujet de préoccupation majeur pour les cours de France et d'Autriche pendant 7 longues années. La loi de succession française exigeait des héritiers mâles légitimes pour assurer la stabilité dynastique, faisant des difficultés privées du couple royal une question de préoccupation publique urgente.
Les courtisans qui avaient initialement accueilli la charmante princesse autrichienne commencèrent à murmurer. À la lumière de l'absence d'héritier qui se prolongeait, certains se mirent à spéculer sur les raisons de cette situation, et les rumeurs les plus malveillantes suggéraient que peut-être elle était stérile, ou même qu'elle évitait délibérément la grossesse pour servir les intérêts autrichiens plutôt que français. Le 17 mai, Persée de Lully fut joué à l'Opéra Royal. Le 19 mai, le grand feu d'artifice put enfin illuminer les jardins de Versailles autour du Grand Canal. Les festivités se poursuivirent jusqu'au 30 mai 1770, date du tragique feu d'artifice donné sur la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde. La ville de Paris organisa un feu d'artifice en l'honneur du mariage royal, mais un drame se produisit. La foule était terriblement dense, et quand un des feux retomba au milieu d'un groupe de badauds, un vent de terreur explosa. Le mouvement de panique créa une bousculade qui occasionna 132 morts et 1500 blessés, piétinés par les chevaux et la foule. Ce tragique événement jeta une ombre supplémentaire sur le mariage, ajoutant au mauvais présage du tremblement de terre de Lisbonne le jour de sa naissance. Au total, et en dépit de ce drame, les festivités, prolongées jusqu'au 14 juillet 1770, auraient coûté la somme considérable de 2 millions de livres. C'était qu'il s'agissait de faire honneur à l'alliance franco-autrichienne. Ces rumeurs révélèrent la position impossible que Marie-Antoinette occupait dans la culture politique française. En tant que princesse étrangère, elle était automatiquement soupçonnée de loyauté divisée. Mais en tant que potentielle mère-reine, on attendait d'elle qu'elle produise des héritiers français qui renforceraient la dynastie. Son échec à remplir immédiatement cet impératif biologique fut interprété non comme un malheur privé, mais comme une preuve de trahison potentielle contre la couronne française. La soudaine fertilité de la reine, après tant d'années d'attente, fut elle-même considérée avec suspicion par certains. Les pamphlets scandaleux qui attaquaient Marie-Antoinette depuis qu'elle était devenue reine commencèrent à répandre des rumeurs selon lesquelles Louis XVI n'était pas le père des enfants royaux. Ces accusations, particulièrement dangereuses dans un gouvernement qui tirait sa légitimité d'une lignée royale valide, ciblèrent notamment le comte suédois Axel von Fersen, avec qui la reine entretenait une amitié très proche depuis 1783. Si certains biographes ont suggéré l'existence d'une liaison amoureuse, d'autres, comme l'historienne Antonia Fraser, rejettent l'idée que les enfants de Marie-Antoinette aient pu être conçus par un autre que le roi. Ces spéculations, qu'elles aient eu un fondement ou non, illustrent surtout comment chaque aspect de la vie de la reine était scruté et déformé par ses ennemis. La jeune dauphine répondit à ces pressions d'une manière qui démontrait à la fois sa résilience et son incompréhension fondamentale de sa situation politique. Plutôt que de se retirer dans un silence digne, elle se jeta dans la vie sociale de Versailles avec un enthousiasme qui ravit ses amis et horrifia ses critiques. Elle dansa jusqu'à l'aube, joua avec un abandon téméraire, et s'entoura d'un cercle de compagnons qui partageaient son amour du plaisir et son indifférence apparente aux conséquences politiques. Ce comportement était naturel pour quelqu'un de son âge et de son tempérament, mais il fut catastrophique pour son image publique. Les sujets français qui luttaient avec des difficultés économiques qui rendaient la survie de base difficile ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur future reine semblait passer chaque moment éveillée à la poursuite du divertissement. Le contraste entre le luxe royal et la souffrance populaire devenait impossible à ignorer, créant des ressentiments qui exploseraient éventuellement en fureur révolutionnaire. Dès son arrivée à Versailles, Marie-Antoinette occupa l'appartement de la reine dans lequel elle dut se soumettre aux obligations de sa fonction, lever, toilette, audience, repas publics. Mais, habituée au cérémonial simple des palais autrichiens, elle supporta mal les contraintes de l'étiquette versaillaise et s'efforça de rechercher une vie plus intime. Entourée d'un cercle qu'elle choisit elle-même, et pas toujours avec discernement, elle privilégia le séjour de ses cabinets intérieurs, situés derrière les pièces de son appartement d'apparat et qu'elle chercha à étendre à l'étage au-dessus, ainsi que celui du Petit Trianon, que Louis XVI lui offrit dès son avènement. Le roi vieillissant Louis XV était en effet devenu fort impopulaire et sa mort, le 10 mai 1774, fut ressentie comme un soulagement dans le royaume. Marie-Antoinette devint reine alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Épris de sa femme, Louis XVI lui laissa prendre à la cour une place que les deux reines précédentes, Marie-Thérèse d'Autriche et Marie Leschinska, n'avaient jamais eue. Appréciant les divertissements, la reine intervint dans le choix des spectacles de la cour, encouragea les artistes, s'engoua pour les bals de la cour. Comme son rôle l'y obligeait, elle tint aussi régulièrement son cercle dans son appartement et montra un penchant très vif pour le billard et les jeux de cartes,
qu'elle pratiqua souvent avec excès, perdant et gagnant tour à tour des sommes considérables, au point que le roi s'en émut et fit interdire certains jeux trop hasardeux qui engloutissaient de véritables fortunes. Les différences culturelles qui séparaient les approches autrichiennes et françaises du comportement royal devinrent plus prononcées à mesure que Marie-Antoinette tentait d'établir son propre style de fonction de reine. La cour autrichienne qui l'avait élevée mettait l'accent sur la vertu personnelle et la dévotion religieuse comme fondement de l'autorité légitime. Les dirigeants étaient censés démontrer leur dignité par l'exemple moral et une attention soigneuse au bien-être de leurs sujets. La tradition royale française, en revanche, avait évolué pour célébrer le monarque comme une figure semi-divine dont l'existence même transcendait les catégories morales ordinaires. Le roi et la reine étaient censés incarner une perfection si complète que les limitations humaines normales ne s'appliquaient tout simplement pas à eux. Cette élévation théorique au-dessus de l'humanité était censée justifier leur pouvoir absolu sur les vies et les biens de leurs sujets. Les tentatives de Marie-Antoinette pour réconcilier ces attentes contradictoires créèrent une confusion que ses ennemis exploiteraient éventuellement pour la détruire. Lorsqu'elle essaya de démontrer la vertu par la piété personnelle et les œuvres charitables, les critiques l'accusèrent d'hypocrisie pour maintenir des pratiques religieuses tout en vivant dans un luxe évident. Lorsqu'elle embrassa les prétentions divines de la royauté française, les opposants pointèrent ses origines étrangères comme preuve qu'elle était inadaptée à un statut aussi élevé. Le mariage ne fut pleinement consommé qu'en août 1777. Il fallut attendre 7 ans après la cérémonie de mai 1770. Les raisons de ce long délai ont fait l'objet de nombreuses spéculations historiques. Son beau-frère, l'empereur Joseph II, inquiet et pressé par les cours de France et d'Autriche car il n'y avait toujours pas d'héritier en vue, vint personnellement à Paris en avril 1777. Il s'entretint avec le roi pour aborder cette situation délicate. Les historiens suggèrent aujourd'hui qu'une condition physique chez Louis-Auguste, un phimosis qui rendait l'acte douloureux, aurait pu être la cause de ce retard. Après les conseils de Joseph II, et peut-être une intervention médicale mineure, le couple parvint enfin à consommer leur union. La naissance de son premier enfant en 1778 fournit enfin à Marie-Antoinette la sécurité politique dont elle avait désespérément besoin. Mais cela l'exposa également à de nouvelles formes de critiques qui révélèrent les contradictions profondes dans les attitudes françaises envers le pouvoir royal. Les cérémonies élaborées entourant la naissance étaient conçues pour démontrer que la reine avait rempli son devoir le plus important en produisant un héritier potentiel du trône. Pourtant, la nature très publique de ces célébrations soulignait également le caractère artificiel de la vie familiale royale à Versailles. La grossesse, l'accouchement et la récupération de la reine furent gérés comme des spectacles publics plutôt que comme des expériences privées, avec des courtisans surveillant chaque détail pour s'assurer que les protocoles appropriés étaient suivis. Cette transformation de moments intimes en théâtre politique reflétait les façons plus larges dont l'identité royale était devenue complètement séparée de l'expérience humaine normale. L'enfant, la princesse Marie-Thérèse Charlotte, fut accueillie avec un soulagement sincère par la famille royale, mais son sexe créa de nouvelles anxiétés à propos de la succession qui continuerait à hanter la monarchie. La loi française exigeait des héritiers mâles pour assurer une succession légitime, ce qui signifiait que Marie-Antoinette devrait produire des fils pour vraiment sécuriser sa position politique. La pression pour porter des enfants mâles dominerait sa vie pendant les prochaines années, créant un stress qui affecta à la fois sa santé physique et sa stabilité émotionnelle. En 1781, après 8 longues années de mariage, elle donna enfin naissance à son deuxième enfant, un fils. Le dauphin Louis-Joseph fut accueilli avec une joie immense. Quelques années plus tard, elle mit au monde Louis-Charles, qui devint dauphin à la mort de son frère aîné en 1789, puis Sophie Béatrice, qui ne vécut que quelques mois. La reine se montra toujours une mère aimante et proche de ses enfants. Les morts successives de Sophie Béatrice, décédée en 1787 à l'âge de 11 mois, et du premier dauphin Louis-Joseph Xavier, âgé de presque 8 ans, en juin 1789, en pleine session des États généraux, furent, pour elle comme pour le roi, des épreuves particulièrement douloureuses. Pendant ce temps, les problèmes économiques qui s'étaient accumulés tout au long du règne de Louis XV devenaient impossibles à ignorer. La guerre de 7 ans avait laissé la France avec des dettes qui consommaient une énorme portion des revenus royaux, laissant des fonds insuffisants pour les fonctions gouvernementales de base. Le système fiscal qui était censé soutenir la monarchie était devenu tellement criblé d'exemptions et d'inefficacité qu'il augmentait en fait l'inégalité économique tout en ne parvenant pas à générer des revenus adéquats. L'implication de Marie-Antoinette dans ces discussions financières fut limitée à la fois par son sexe et par ses origines étrangères.
Mais elle ne put échapper aux conséquences politiques des décisions prises en son nom. Chaque dépense royale fut scrutée pour des preuves de gaspillage, avec une attention particulière portée à tout ce qui pouvait être attribué à l'extravagance supposée de la reine. Ses vêtements, ses bijoux, ses dépenses de divertissement, tous devinrent des symboles d'indifférence royale à la souffrance populaire. Le patronage de la reine pour les arts et la culture, qui aurait dû améliorer sa réputation comme dirigeante sophistiquée, devint au contraire une preuve de ses priorités inappropriées. Les performances magnifiques qu'elle parrainait à l'Opéra Royal furent critiquées comme des diversions gaspilleuses des affaires gouvernementales urgentes. Les artistes et écrivains qu'elle soutenait furent rejetés comme des parasites dont le travail créatif ne contribuait en rien à la récupération économique de la France. Ces attaques contre les activités culturelles de Marie-Antoinette reflétaient des changements plus larges dans la vie intellectuelle française qui sapaient les justifications traditionnelles de la monarchie absolue. Les philosophes des Lumières développaient de nouvelles théories sur la légitimité politique qui mettaient l'accent sur le consentement des gouvernés plutôt que sur le droit divin comme fondement de l'autorité gouvernementale. Ces idées se répandaient dans la société française via des livres, des pamphlets et des conversations de salon qui convainquaient progressivement les gens éduqués que leurs dirigeants n'étaient pas des figures divinement nommées méritant une obéissance automatique. Les origines autrichiennes de la reine la rendaient particulièrement vulnérable à ces nouvelles formes de critique politique parce qu'elle fournissait à ses ennemis des arguments prêts à l'emploi sur son illégitimité comme dirigeante française. Les penseurs des Lumières qui s'opposaient à la monarchie absolue pouvaient pointer Marie-Antoinette comme preuve que la famille royale servait des intérêts étrangers plutôt que français, faisant de la Révolution un devoir patriotique plutôt qu'une rébellion traîtresse. Elle entreprit très tôt d'importants travaux d'embellissement au Petit Trianon. Louis XVI lui offrit le Petit Trianon dès son avènement en 1774. La construction de ce petit château avait été ordonnée par Louis XV pour profiter des beautés du parc qui l'entoure. Plus tard, la reine Marie-Antoinette, devenue mère, souhaita offrir à ses enfants une vie simple, loin des règles rigides de la vie de la cour. Le Petit Trianon devint un véritable refuge, de plus en plus détaché de Versailles. À partir de 1775, elle fit aménager un vaste jardin paysager orné de fabriques. Marie-Antoinette aménagea les jardins de Trianon en deux phases distinctes. La première, à partir de 1767, correspondait à la création du jardin anglais. Dans un second temps, en 1783, elle demanda à Richard Meek d'étendre le jardin vers le nord en y bâtissant un village autour d'un nouveau lac. Le hameau de la Reine, édifié entre 1783 et 1786 par Richard Meek, architecte de la Reine, illustrait le goût de l'époque pour les charmes de la vie champêtre. Inspiré de l'architecture traditionnelle cauchoise et disposé comme pour composer un tableau, ce petit village comportait des maisons faites soit pour le simple divertissement, soit ayant une véritable destination agricole. La construction du Petit Trianon et surtout du hameau de la Reine, la retraite privée de Marie-Antoinette dans les jardins de Versailles, devint le symbole ultime de son extravagance supposée et de son indifférence à la souffrance populaire. Ce palais modeste, qu'elle avait commandé pour se fournir un espace pour des rassemblements plus intimes et une réflexion personnelle, fut dépeint par ses ennemis comme une preuve de cupidité royale illimitée qui consommait des ressources désespérément nécessaires pour le bien-être national. La réalité du Petit Trianon était bien plus modeste que sa réputation ne le suggérait. Le bâtiment lui-même était élégant mais relativement petit, conçu pour accueillir des dîners privés et des divertissements informels plutôt que les fonctions cérémonielles massives qui caractérisaient la vie du palais principal. Les jardins qui l'entouraient étaient beaux mais pas extraordinairement coûteux selon les normes des domaines aristocratiques à travers l'Europe. Les historiens qui ont étudié les comptes royaux notent que les dépenses pour le Petit Trianon et le hameau, bien qu'importantes, représentaient une fraction minime des dépenses totales de la couronne, et ne peuvent donc expliquer à elles seules la banqueroute de l'État français. Pourtant, l'importance symbolique du Petit Trianon dépassait de loin son coût ou sa signification réelle. Pour les critiques de Marie-Antoinette, il représentait tout ce qui n'allait pas avec la monarchie absolue, la capacité du dirigeant à dépenser l'argent public pour des caprices personnels tandis que les sujets luttaient avec la pauvreté et l'injustice. Cela pourrait impliquer que l'indignation populaire face à ces dépenses reposait moins sur leur impact économique réel que sur ce qu'elles symbolisaient dans l'imaginaire collectif, une aristocratie déconnectée des réalités vécues par le peuple. Le fait que la reine utilisait cette retraite pour échapper aux obligations cérémonielles qui définissaient l'existence royale fut interprété comme une preuve qu'elle rejetait les responsabilités qui justifiaient sa position élevée. Le fameux hameau, ou village factice,
que Marie-Antoinette créa près du Petit Trianon deviendrait le symbole le plus notoire de la déconnexion royale de la réalité. Ce hameau d'agrément fut commandé durant l'hiver 1782 à 1783 par la reine qui souhaitait s'éloigner des contraintes de la cour de Versailles, avec la nostalgie d'une vie plus rustique, dans un décor de nature inspiré par les écrits de Rousseau. Pour satisfaire son goût du rustique, elle désirait faire construire, comme pour le prince de Condé à Chantilly en 1775, un petit hameau. En 1783, Richard Meek conçut les plans d'un petit village idyllique. Autour d'un étang artificiel, il fit ériger 12 chaumières agrémentées de potagers, de vergers, d'une ferme pour produire du lait et des œufs pour la reine et de petits jardins clos ainsi qu'un phare et un moulin. Cette collection de cottages rustiques où la reine et ses amis pouvaient jouer aux bergères et aux laitières semblait incarner la nature artificielle de l'existence aristocratique que les théoriciens révolutionnaires condamnaient comme fondamentalement corrompue et parasitaire. L'ironie était que les fantaisies pastorales de Marie-Antoinette reflétaient un désir sincère pour la vie simple et naturelle que les philosophes des Lumières célébraient comme moralement supérieure à l'existence artificielle de la cour. Son désir de traire des vaches et de ramasser des œufs représentait une attraction sincère pour les vertus rurales qui devenaient de plus en plus populaires parmi les Européens éduqués qui se sentaient aliénés de la sophistication urbaine et de la prétention sociale. Mais la capacité de la reine à se livrer à ses fantasmes, tandis que de vrais fermiers luttaient pour nourrir leur famille, fit que ces jeux pastoraux semblèrent une cruelle moquerie de la véritable pauvreté rurale. Les cottages parfaitement entretenus, le bétail soigneusement élevé, les serviteurs habillés en paysans qui effectuaient le travail réel tandis qu'elles jouaient à la simplicité rustique, tout cela créa une image de frivolité royale que ses ennemis exploiteraient impitoyablement dans leur campagne de propagande. Contrairement à la tradition tenace qui veut que la reine et son entourage aient joué à la fermière au milieu de ce décor champêtre peuplé de moutons enrubannés, les archives montrent que Marie-Antoinette utilisait avant tout son hameau comme un but de promenade et comme un lieu de réception. L'exploitation réelle de ce petit domaine fut voulue expressément par la reine, qui souhaitait que la ferme fonctionne de manière productive. À la lumière de nos connaissances actuelles, on peut supposer que l'image des moutons enrubannés et des jeux pastoraux aristocratiques a été largement exagérée par la propagande révolutionnaire pour renforcer l'idée d'une reine frivole et déconnectée du réel. Les documents d'époque suggèrent une réalité plus nuancée, où le hameau servait effectivement de refuge contre l'étiquette étouffante de Versailles, mais sans les excès fantaisistes dont l'accusaient ses détracteurs. La crise financière qui s'était accumulée tout au long du règne de Louis XVI atteignit finalement des proportions critiques en 1786, forçant la monarchie à affronter des réalités économiques qui ne pouvaient plus être ignorées ou reportées. À la lumière des recherches historiques modernes, on peut en déduire que les causes de cette banqueroute étaient multiples et profondes. Le coût exorbitant des guerres précédentes, notamment la guerre de 7 ans et le soutien à l'indépendance américaine, un système fiscal archaïque qui exemptait largement la noblesse et le clergé, et une structure administrative inefficace. Les dépenses personnelles de Marie-Antoinette, bien que symboliquement importantes, ne représentaient qu'une fraction minuscule de ce gouffre financier. L'Assemblée des notables convoqués pour aborder l'urgence fiscale du royaume révéla l'étendue à laquelle les problèmes financiers de la France étaient devenus insolubles dans les structures politiques existantes. Le rôle de Marie-Antoinette dans ces discussions fut nécessairement limité, mais elle ne put échapper à la responsabilité de la crise dans l'opinion publique. Chaque dépense royale précédente fut scrutée pour des preuves de gaspillage qui avaient contribué à la faillite nationale. Ses vêtements, ses bijoux, ses divertissements, ses projets de construction, tous devinrent des symboles de la mauvaise gestion systématique qui avait amené la France au bord de l'effondrement. Les tentatives de la reine d'économiser et de démontrer sa responsabilité fiscale arrivèrent trop tard pour affecter les perceptions publiques qui s'étaient déjà cristallisées autour de son image comme cause première des difficultés financières de la France. Lorsqu'elle réduisit ses dépenses de ménage et annula des cérémonies coûteuses, les critiques rejetèrent ses efforts comme du théâtre politique calculé conçu pour détourner le blâme plutôt qu'une reconnaissance sincère des erreurs passées. L'affaire du collier de diamants en 1785 détruirait ce qui restait de la réputation de Marie-Antoinette parmi le peuple français, même si elle était complètement innocente de tout méfait. Cette fraude élaborée orchestrée par la comtesse de la Motte exploita le nom de la reine pour tromper le cardinal de Rohan en lui faisant acheter un collier extraordinairement cher sous la fausse croyance que Marie-Antoinette l'avait secrètement commandé. Le collier lui-même était un monument à l'excès qui caractérisait la France pré-révolutionnaire. Créé par les joailliers royaux Beumer et Bassange, il contenait plus de 647 diamants arrangés en festons et glands élaborés qui auraient pesé plusieurs livres lorsque portés.
Le prix, plus de 1,5 million de livres, représentait plus que le revenu annuel de milliers de familles françaises ordinaires. Même l'existence d'un tel objet semblait se moquer de la pauvreté qui se répandait à travers le royaume. En 1772, Louis XV avait souhaité offrir un bijou à Madame du Barry. Il demanda aux deux joailliers allemands, Charles-Auguste Böhmer et son associé Paul Bassange, de créer un collier de diamants d'une richesse inégalable. Louis XV décéda en 1774 avant que le collier ne soit terminé. En 1778, Louis XVI se fit approcher par les deux joailliers qui souhaitaient lui vendre le collier pour son épouse. Marie-Antoinette refusa le présent. Les joailliers retentèrent de vendre le collier directement à la reine en 1781, s'exposant à un nouveau refus. L'année suivante, Böhmer se jeta aux pieds de la reine en menaçant de mettre fin à ses jours. Marie-Antoinette refusa une dernière fois l'achat du collier et lui conseilla de dessertir les diamants afin de revendre à bon prix les plus importants. C'est alors qu'une comtesse, Madame de la Motte, réalisa qu'elle pouvait tirer parti de ces péripéties. Le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France, était tombé en disgrâce auprès de Marie-Antoinette. En 1774, Marie-Antoinette l'avait relevé de ses fonctions d'ambassadeur en Autriche, à la suite de nombreux scandales et rumeurs l'impliquant. Depuis cet épisode, le cardinal attendait désespérément son retour en grâce auprès de la reine. Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de la Motte, une noble sans fortune, vivait d'expédients à la cour. Aidée du comte de Cagliostro, elle parvint à convaincre le cardinal, qui cherchait à gagner les faveurs de Marie-Antoinette, qu'elle pouvait le réconcilier avec la reine. Elle lui ménagea une entrevue nocturne avec une comparse, Mademoiselle d'Oliva, une prostituée dont la ressemblance avec la reine était troublante, que le cardinal prit pour Marie-Antoinette. Le 28 décembre 1784, se présentant toujours comme une amie intime de la reine, Madame de la Motte rencontra les joailliers Böhmer et Bassange qui lui montrèrent le collier de 2840 carats qu'il souhaitait rapidement vendre car il s'était endetté pour le constituer. Tout de suite, elle imagina un plan pour entrer en sa possession. Elle persuada le cardinal que la reine désirait un collier de diamants exceptionnel mais ne pouvait se permettre de l'acquérir ouvertement. Le cardinal de Rohan reçut en janvier 1785 une lettre, signée Marie-Antoinette de France, dans laquelle la reine lui expliquait que ne pouvant se permettre d'acquérir ouvertement le bijou, elle lui demandait de lui servir d'entremetteur, s'engageant par contrat à le rembourser en versements étalés dans le temps, 4 versements de 400 000 livres, et lui octroyant plein pouvoir dans cette affaire. La lettre était signée Marie-Antoinette de France, ce qui aurait dû être un signe qu'il s'agissait d'un faux, car il était bien connu qu'à l'époque, les membres de la famille royale ne signaient leur correspondance officielle que de leur nom de baptême. Rohan, ancien ambassadeur, aurait dû être au courant de ce fait. Pourtant, pour une raison quelconque, ce détail passa inaperçu. Le 25 janvier 1785, Rohan acheta le collier pour la reine et le remit à la Motte. L'achat n'ayant pas été payé et le collier ayant disparu, le scandale éclata le 15 août 1785. Le cardinal de Rohan fut dupé plutôt que coupable, mais il fut arrêté au château de Versailles en présence de la cour. Le roi considérait comme insultant pour la reine que le cardinal ait pu croire qu'elle le chargeait d'une opération clandestine. La volonté du cardinal de croire que la reine achèterait secrètement une pièce aussi extravagante révélait l'étendue à laquelle la réputation de Marie-Antoinette pour les dépenses frivoles était devenue acceptée même parmi les observateurs sophistiqués. Le cardinal, malgré son rang élevé et son intelligence considérable, trouva entièrement plausible que la reine commanderait des bijoux valant une fortune tandis que la France luttait avec des dettes croissantes et des troubles sociaux. Lorsque la fraude fut découverte, le scandale résultant détruisit des réputations à travers la cour française tout en fournissant aux propagandistes révolutionnaires des munitions parfaites pour leurs attaques contre la légitimité royale. Le fait que Marie-Antoinette fût innocente de toute implication dans le stratagème semblait sans importance pour l'opinion publique, qui avait déjà décidé que sa culpabilité était cohérente avec tout ce qu'il croyait sur son caractère et ses priorités. Le procès du cardinal de Rohan devint un spectacle public qui transforma une procédure criminelle en référendum sur l'autorité royale elle-même. La stratégie de défense du cardinal se centra sur le fait de se présenter comme la victime d'une conspiration qui exploitait sa confiance naïve dans la bonté royale. Cette approche exigeait que ses avocats suggèrent que la réputation de la reine était si complètement corrompue que des gens raisonnables pouvaient croire qu'elle s'engagerait dans des tromperies élaborées pour acquérir des bijoux coûteux. Louis XVI fit embastiller le cardinal et confia son jugement au Parlement de Paris.
Le Parlement de Paris condamna le 31 mai 1786 Madame de la Motte à être fustigée, à la flétrissure, marque du V de voleuse au fer rouge sur la poitrine, et à la prison, mais, sous la pression du clergé et de la grande noblesse, acquitta le cardinal de Rohan sans lui infliger aucun blâme. Le jugement apparut comme un camouflet pour la reine. L'affaire révéla la solidarité clanique de la noblesse et du clergé, capables de s'unir dans leur opposition à l'autorité royale. En jetant le discrédit sur la reine, elle aggrava la faiblesse politique de la royauté française. Les écrits haineux dirigés contre Marie-Antoinette en 1785 à 1786 annonçaient la violence politique dont elle ferait l'objet pendant la Révolution française. La réponse de Marie-Antoinette à ces accusations révéla à la fois sa naïveté politique et son étonnement sincère face à l'hostilité qu'elle rencontrait de la part de sujets qu'elle avait essayé de servir selon sa compréhension du devoir royal. Elle ne pouvait pas comprendre comment son désir innocent pour de belles choses avait été transformé en preuve de dépravation morale qui menaçait supposément la survie du royaume. Sa confusion était sincère, mais elle était également politiquement fatale parce qu'elle démontrait sa déconnexion complète des réalités économiques qui façonnaient la vie quotidienne de ses sujets. Calomniée, bien qu'étrangère à l'affaire, Marie-Antoinette et avec elle la cour virent redoubler leur impopularité. Après le scandale de l'affaire du collier, Marie-Antoinette se tourna davantage vers sa famille et s'employa à montrer d'elle l'image d'une mère de famille comme les autres. Les tentatives de la reine de réhabiliter son image par des œuvres charitables et des apparitions publiques ne firent que confirmer les soupçons populaires sur ses motifs et son caractère. Lorsqu'elle visita des hôpitaux ou distribua de l'argent à des familles pauvres, les critiques rejetèrent ces activités comme des tentatives calculées de manipuler l'opinion publique plutôt que comme des expressions sincères de compassion royale. Ses origines étrangères rendaient impossible pour elle de recevoir du crédit pour de bonnes intentions parce que tout comportement vertueux pouvait être attribué à la manipulation autrichienne plutôt qu'au patriotisme français. Malgré les excès qui lui étaient reprochés, Marie-Antoinette n'était pas insensible aux souffrances de son peuple. Elle soutint plusieurs œuvres caritatives, fondant des hôpitaux et des orphelinats pour les plus démunis. Elle était particulièrement attachée à la Maison de Saint-Cyr, une institution pour jeunes filles pauvres, et elle intervint en faveur de familles frappées par des catastrophes naturelles. L'influence croissante des idées des Lumières sur la légitimité politique rendit la position de Marie-Antoinette de plus en plus intenable indépendamment de son comportement personnel ou de ses efforts de réforme. La prémisse fondamentale de la monarchie absolue, que l'autorité royale dérivait de la nomination divine plutôt que du consentement populaire, était remise en question par des intellectuels qui soutenaient qu'un gouvernement légitime nécessitait l'approbation des gouvernés. Ces nouvelles théories sur la légitimité politique firent des origines étrangères de Marie-Antoinette une responsabilité permanente qui ne pouvait pas être surmontée par un bon comportement ou une mise en œuvre réussie de politique. Tant qu'elle restait autrichienne de naissance, elle pouvait être dépeinte comme une présence étrangère dont les intérêts étaient fondamentalement incompatibles avec le bien-être français. On peut ainsi interpréter la campagne de dénigrement dont elle fut victime comme dépassant largement sa personne. Elle s'attaquait au système monarchique lui-même, dont elle n'était qu'un symbole commode. Les pamphlets qui la visaient utilisaient son origine étrangère comme un raccourci rhétorique pour suggérer que l'ensemble de la monarchie servait des intérêts étrangers plutôt que nationaux. Les qualités mêmes qui avaient jadis fait d'elle une mariée diplomatique attrayante, ses connexions Habsbourg et son éducation autrichienne, devinrent maintenant des preuves de son inadéquation essentielle pour la fonction de reine française. La convocation des États généraux en 1789, le premier tel assemblé en plus de 150 ans, marqua le début de la fin de l'Ancien Régime qui avait façonné toute la vie adulte de Marie-Antoinette. Ce rassemblement sans précédent de représentants des trois États de la société française créa un forum pour exprimer des griefs qui s'étaient accumulés pendant des générations sans débouchés politiques adéquats. Les cahiers de doléances ou listes de griefs soumis par des circonscriptions à travers la France révélèrent la profondeur du ressentiment populaire contre les politiques royales et les privilèges aristocratiques. Beaucoup de ces documents mentionnaient spécifiquement la reine comme un symbole de tout ce qui devait être réformé ou éliminé dans le gouvernement et la société français. Son nom était devenu synonyme de l'abus de pouvoir que les théoriciens révolutionnaires identifiaient comme la cause première des problèmes de la France. La réponse de Marie-Antoinette à ces attaques démontra son incapacité continue à comprendre la transformation politique qui détruisait le monde qu'elle avait connu. Elle semblait sincèrement déconcertée par l'hostilité dirigée vers elle personnellement, incapable de comprendre comment son plaisir innocent des prérogatives royales avait été transformé en preuve d'indifférence criminelle à la souffrance populaire.
Les premières étapes de la Révolution créèrent des opportunités pour la famille royale de s'adapter aux circonstances politiques changeantes et potentiellement de préserver une forme de monarchie constitutionnelle. L'influence de Marie-Antoinette pendant cette période cruciale se révélerait décisive pour déterminer si de tels compromis étaient possibles ou si la logique du changement révolutionnaire exigerait finalement la destruction complète de l'autorité royale. Sa correspondance privée pendant ces mois révéla la pression psychologique qu'elle subissait alors que le monde familier de la monarchie absolue s'effondrait autour d'elle. Les cérémonies, protocoles et relations sociales qui avaient défini son existence pendant près de 20 ans se dissolvaient, la laissant sans guide fiable pour naviguer le nouveau paysage politique qui émergeait du bouleversement révolutionnaire. Les journées d'octobre 1789, lorsque les femmes parisiennes marchèrent sur Versailles, demandant du pain et forçant la famille royale à retourner à Paris, marquèrent la fin de la vie de Marie-Antoinette telle qu'elle l'avait connue. Le palais magnifique qui avait été sa maison devint un musée d'excès royal, tandis qu'elle se trouvait virtuellement prisonnière au palais des Tuileries sous les yeux vigilants des gardes révolutionnaires qui la voyaient comme une ennemie potentielle du peuple. Le 6 octobre 1789, la famille royale quitta le château de Versailles avec la famille royale sous la contrainte pour les Tuileries à Paris. La transition de Versailles au palais des Tuileries représentait bien plus qu'un simple changement de résidence. Pour Marie-Antoinette, elle symbolisait l'effondrement complet de tout ce qu'elle avait compris sur l'autorité royale et sa place dans la société française. Le palais qui avait autrefois présenté le pouvoir magnifique de la monarchie absolue se tenait maintenant vide, ses halls résonnant de souvenirs de cérémonies qui n'auraient plus jamais lieu. Aux Tuileries, entourée de gardes révolutionnaires qui surveillaient chacun de ses mouvements, la reine se retrouva vivant dans des conditions qui auraient été inimaginables quelques mois plus tôt. L'étiquette élaborée qui avait gouverné chaque moment à Versailles fut remplacée par le regard scrutateur suspicieux d'hommes qui voyaient le protocole royal comme une preuve de conspiration aristocratique contre la liberté populaire. Chaque conversation privée était potentiellement traîtresse. Chaque geste sujet à interprétation révolutionnaire. L'impact psychologique de cette transformation ne peut être sous-estimé. Marie-Antoinette avait passé toute sa vie adulte dans des systèmes conçus pour renforcer son statut élevé et la protéger du contact direct avec des sujets qui pourraient défier l'autorité royale. Maintenant, elle faisait face à des rappels quotidiens que cette autorité s'était évaporée, la laissant vulnérable à des forces qu'elle comprenait à peine et ne pouvait certainement pas contrôler. La fuite à Varennes en juin 1791 représenta la tentative la plus désespérée de Marie-Antoinette d'échapper au piège révolutionnaire qui se refermait sur sa famille. Ce voyage soigneusement planifié vers la frontière autrichienne était conçu pour placer la famille royale hors de portée des autorités révolutionnaires tout en leur permettant d'organiser une résistance contre-révolutionnaire avec un soutien étranger. La décision de tenter cette évasion reflétait la conviction croissante de Marie-Antoinette que le compromis avec les forces révolutionnaires était impossible et que la survie nécessitait le rejet complet du nouvel ordre politique. Ses origines autrichiennes, qui avaient toujours été une responsabilité politique, semblait maintenant comme un salut potentiel si elle pouvait fournir l'accès à l'assistance militaire de son frère, l'empereur Léopold II. La planification pour la fuite révéla à la fois la détermination de la reine et sa déconnexion continue des réalités pratiques. Les préparations élaborées, incluant des voitures spécialement construites et un timing soigneusement coordonné, démontrèrent des capacités organisationnelles sophistiquées. Pourtant, tout le stratagème était basé sur des hypothèses sur la loyauté populaire et l'intervention étrangère qui se révélèrent catastrophiquement incorrectes. L'échec de l'évasion de Varennes transforma Marie-Antoinette d'une prisonnière politique en une ennemie active de la Révolution aux yeux de l'opinion publique française. La preuve de sa tentative de fuite sembla confirmer chaque accusation qui avait été faite sur ses loyautés étrangères et ses conspirations anti-révolutionnaires. Son innocence ou sa culpabilité concernant des charges spécifiques devint sans importance comparée à la signification symbolique de ses actions. Le voyage de retour à Paris fournit à Marie-Antoinette sa première exposition directe à la profondeur de la haine populaire que son nom pouvait inspirer. Les foules qui se rassemblèrent le long de la route ne firent aucune tentative de maintenir le silence respectueux qui avait autrefois salué les processions royales. Au lieu de cela, elles crièrent des accusations et des menaces qui ne laissaient aucun doute sur leurs sentiments envers la femme qu'elles blâmaient pour les problèmes de la France. Cette confrontation avec l'opinion populaire non filtrée fut psychologiquement dévastatrice pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie adulte isolé de la critique directe. Les systèmes de courtoisie élaborés qui avaient caractérisé la vie de cour à Versailles avaient protégé Marie-Antoinette de comprendre à quel point son image publique avait été détruite par des années de propagande et de scandales.
La guerre qui commença en avril 1792 entre la France et l'Autriche plaça Marie-Antoinette dans une position impossible qui rendit sa destruction presque inévitable. En tant que reine française, on attendait d'elle qu'elle soutienne les efforts militaires de son pays adoptés contre les ennemis étrangers. En tant qu'archiduchesse autrichienne, elle espérait naturellement une victoire autrichienne qui pourrait restaurer l'autorité et la sécurité de sa famille. Les propagandistes révolutionnaires exploitèrent ce conflit de loyauté pour dépeindre Marie-Antoinette comme une collaboratrice active avec les ennemis de la France qui fournissait des renseignements militaires et des conseils stratégiques aux armées étrangères. Ces accusations étaient largement fabriquées, mais elles étaient assez plausibles pour convaincre les gens qui la soupçonnaient déjà de sympathie anti-française. L'assaut du palais des Tuileries le 10 août 1792 marqua la fin de ce qui restait de l'autorité royale en France révolutionnaire. Le massacre brutal des gardes suisses qui défendirent le palais démontra que la violence révolutionnaire avait atteint des niveaux qui rendaient toute restauration de la monarchie extrêmement improbable. La survie de Marie-Antoinette de cette attaque fut presque miraculeuse, mais elle assura également qu'elle ferait face à des charges encore plus sérieuses dans quelques procédures légales qui pourraient suivre. L'emprisonnement de la famille royale dans la tour du Temple créa des conditions qui étaient délibérément conçues pour briser leurs esprits et démontrer le renversement complet des relations de pouvoir traditionnelles. Après la suspension du roi, elle fut emprisonnée au Temple avec le roi, le dauphin et sa sœur Marie-Thérèse Charlotte, Madame Royale, et Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, le 13 août 1792. La forteresse médiévale qui devint leur prison fut choisie spécifiquement pour ses associations avec la captivité royale pendant des périodes précédentes de bouleversements politiques. La vie dans la tour du Temple dépouilla les derniers vestigages de cérémonies et de protocoles royaux qui avaient défini l'existence de Marie-Antoinette pendant plus de 20 ans. Les pièces simples, les meubles simples et les repas de base représentaient le rejet délibéré du luxe que les révolutionnaires associaient à l'oppression aristocratique du peuple commun. Le comportement de la reine pendant son emprisonnement révéla une résilience et une dignité remarquables qui contrastaient fortement avec l'image frivole qui avait dominé sa réputation publique. Confrontée à une adversité sincère pour la première fois de sa vie, elle découvrit des réserves de force et de courage qui lui permirent de maintenir son sang-froid dans des conditions qui auraient brisé beaucoup de gens. Sa relation avec ses enfants pendant cette période fournit la seule source de confort sincère qui lui était disponible en captivité. L'intimité forcée de la vie en prison lui permit de développer des liens plus proches avec ses enfants que cela n'avait été possible pendant les obligations cérémonielles qui avaient structuré les interactions familiales à Versailles. Après l'exécution de Louis XVI, les membres de la famille royale restèrent réunis au Temple pendant plusieurs mois. Puis, le 1er juillet 1793, le dauphin fut séparé de sa famille. L'exécution de Louis XVI en janvier 1793 élimina tout espoir que Marie-Antoinette aurait pu nourrir pour un règlement négocié qui pourrait préserver l'autorité royale sous une forme quelconque. La mort de son mari rendit sa situation désespérée de manière qui allait bien au-delà du chagrin personnel parce qu'elle démontra que la justice révolutionnaire était préparée à éliminer complètement l'autorité royale plutôt que simplement limiter son pouvoir. La veuve Capet, comme Marie-Antoinette était maintenant officiellement désignée, faisait face à des charges de trahison qui portaient des sentences de mort automatiques sous la loi révolutionnaire. Les procédures légales contre elle étaient conçues moins pour déterminer la culpabilité ou l'innocence que pour fournir une justification publique pour éliminer le symbole le plus proéminent de l'ancien régime que la Révolution avait été créée pour détruire. La Convention passée entièrement aux mains des montagnards vota, le 1er août 1793, le renvoi de la reine devant le tribunal révolutionnaire, juridiction d'exception créée le 10 mars. Le lendemain, elle fut transférée à la conciergerie, lieu de détention des accusés devant comparaître devant le tribunal révolutionnaire. La séparation de ses enfants qui étaient gardés dans différentes parties de la tour du Temple sous garde séparée représenta peut-être l'aspect le plus cruel de son emprisonnement final. Les instincts maternels de Marie-Antoinette, qui lui avaient fourni un but et une identité pendant les moments les plus sombres de la captivité révolutionnaire, furent délibérément frustrés par des captifs qui comprenaient que cette torture psychologique était plus efficace que l'abus physique. Son transfert à la conciergerie en août 1793 la plaça dans des conditions qui étaient conçues pour démontrer la dégradation complète de la dignité royale avant l'exécution. L'ancien palais qui avait été converti en une prison révolutionnaire contenait des cellules qui avaient autrefois abrité des criminels communs, rendant le renversement symbolique de ces circonstances incontestablement clair.
Le procès de Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire fut un spectacle politique soigneusement orchestré plutôt qu'une procédure légale sincère. Marie-Antoinette eut pour avocats Chauveau-Lagarde et Tronçon-Ducoudray, commis d'office la veille de l'ouverture du procès, qui eut lieu les 14 et 15 octobre 1793. Les charges contre elle, allant de la correspondance avec des ennemis étrangers à la corruption de ses enfants avec des idées contre-révolutionnaires, étaient conçues pour justifier un verdict prédéterminé plutôt que pour établir des faits par des preuves et des témoignages. Son avocat de la défense, Claude Chauveau-Lagarde, faisait face à une tâche impossible en représentant quelqu'un dont la signification symbolique dépassait de loin tout crime spécifique qu'elle aurait pu commettre. La culpabilité ou l'innocence de la reine concernant des accusations particulières était sans importance pour un tribunal qui avait été créé pour éliminer les ennemis de la Révolution plutôt que pour administrer une justice impartiale. Le 12 octobre 1793, à 6 heures, Marie-Antoinette subit un interrogatoire secret destiné à préparer l'audience devant débuter le surlendemain. Marie-Antoinette fut déférée devant la juridiction parisienne le 14 octobre 1793 sous le nom de veuve de Louis Capet. Dès 8 heures ce matin-là, un public nombreux assista à l'audience du tribunal révolutionnaire, chargé de juger Marie-Antoinette. Celle-ci fut conduite vers un fauteuil, placé bien en vue, sur une petite estrade. En face était assis Martial Herman, entouré de ses assesseurs. Dans un coin sombre était assis Fouquier-Tinville, l'accusateur public. Le greffier lut les 8 feuillets de l'acte d'accusation. Commença alors l'interminable défilé des témoins. Durant 4 séances étalées sur 2 jours, ils furent 40 à être appelés à la barre. Le président Herman articula son instruction autour de quelques thèmes majeurs: les relations de la reine avec l'Autriche, son train de vie, son influence supposée néfaste sur Louis XVI et son rôle dans plusieurs épisodes controversés de la Révolution. La lecture des interrogatoires de l'accusé et des témoins permit de mesurer la faiblesse de l'accusation et des charges retenues contre la reine déchue. Le plus infâme des accusations fut proféré par Jacques Hébert, le substitut du procureur général. Il l'accusa publiquement d'inceste sur la personne de son fils, le jeune Louis-Charles. Le 6 octobre 1793, une commission s'était rendue à la prison du Temple afin de procéder à l'interrogatoire de Louis XVII et lui faire réitérer les graves accusations d'inceste proférées contre sa mère. Herman demanda alors à Marie-Antoinette de s'expliquer. L'exclamation indignée de la reine déchue, « J'en appelle à toutes les mères », suscita dans l'Assemblée un mouvement d'admiration qui fit suspendre les débats. C'est ce moment du procès qui en constitua le passage le plus mémorable. Le public ne manqua pas d'être ému par son apostrophe. Robespierre lui-même déplora ces accusations et ce procès qui affectait l'image de la Révolution. Le comportement de Marie-Antoinette pendant son procès révéla la transformation personnelle qui s'était produite pendant ces années de captivité révolutionnaire. La jeune femme frivole qui avait autrefois été obsédée par la mode et le divertissement avait été remplacée par quelqu'un qui faisait face à des accusations de crimes capitaux avec un sang-froid et une dignité remarquables. Elle répondit aux questions directement et honnêtement, ne faisant aucune tentative de nier des actions qui pouvaient être prouvées tout en rejetant fermement les interprétations qui dépeignaient son amour maternel et sa loyauté familiale comme des preuves de trahison politique. Avant de clore les débats, le président Herman s'adressa à Marie-Antoinette. « Ne vous reste-t-il plus rien à ajouter pour votre défense ?» L'accusé lui répondit qu'hier, « Je ne connaissais pas les témoins. J'ignorais ce qu'ils allaient déposer. Eh bien, personne n'a articulé contre moi aucun fait positif. Je finis en observant que je n'étais que la femme de Louis XVI, et qu'il fallait bien que je me conformasse à ses volontés. » Le 16 octobre 1793, à 4h30 du matin, la condamnation à mort fut prononcée par le tribunal révolutionnaire après un procès qui avait duré 2 jours. Le président condamna ladite Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Le présent jugement sera exécuté sur la place de la Révolution, imprimé et affiché dans toute l'étendue de la République. Prodigue et légère du temps de sa splendeur, Marie-Antoinette témoigna de courage et de fermeté devant le tribunal révolutionnaire. Sa déclaration finale au tribunal démontra la transformation spirituelle qui s'était produite pendant ces mois d'emprisonnement et de préparation à la mort. Elle reconnut ses erreurs et ses regrets tout en maintenant son innocence des crimes spécifiques portés contre elle. Ces mots révélèrent quelqu'un qui était venu comprendre sa vie et sa mort dans des cadres plus larges de providence divine et de nécessité historique qui transcendaient les calculs politiques qui l'avaient amené à ce moment. Elle exprima le pardon pour ses ennemis et l'acceptation de son destin dans un langage qui faisait écho aux enseignements chrétiens sur la rédemption par la souffrance.
Cette dimension religieuse de son témoignage final lui fournit des sources de signification et de confort qui étaient indépendantes des idéologies révolutionnaires qu'il avait condamnées. Sa capacité à trouver une signification spirituelle dans la tragédie personnelle démontra une résilience que ses captifs n'avaient pas pu briser malgré des mois de pression psychologique et de difficultés physiques. À 4 heures du matin, ce 16 octobre 1793, Marie-Antoinette quitta la salle du tribunal révolutionnaire. Le mercredi 16 octobre 1793, vers 10 heures du matin, les 4 juges et le greffier du tribunal révolutionnaire entrèrent dans la pièce où se trouvait Marie-Antoinette. Ils lui firent lecture de la sentence. À la fin de la lecture, le bourreau Henri Sanson lui attacha les mains derrière le dos. Il lui ôta ensuite sa coiffe et lui coupa les cheveux. Le 16 octobre à 4h30 du matin, elle écrivit une dernière lettre à Madame Elisabeth. Ce 16 octobre, 4h30 du matin. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. J'aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais outre qu'on ne me laissait pas écrire, la marche en a été si rapide, que je n'en aurais réellement pas eu le temps. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle où j'ai été élevé, et que j'ai toujours professée. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que, dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux. Sa préoccupation essentielle concernait l'état d'esprit dans lequel ses enfants assumeraient la mort de leurs parents, dans leur vie à venir dont elle ne voulait pas douter. À ses yeux, le plus important était qu'ils vivent dans un esprit de pardon, loin de toute idée de vengeance, mais en recherchant au contraire une véritable union entre eux, et qu'ils s'appuient, comme elle-même, sur la confiance en Dieu. Sans un mot de plainte ni de regret pour sa situation passée, Marie-Antoinette, qui se préparait avec lucidité à son exécution dans les heures qui suivaient, ne songeait plus qu'à laisser dans un langage simple un héritage spirituel à ses enfants. Marie-Antoinette franchit la grille de la conciergerie emmenée par Henri Sanson, et se dirigea vers la cour du Mai où l'attendait une charrette. Les préparations pour son exécution étaient conçues pour démontrer l'égalité complète que la justice révolutionnaire imposait à tous les citoyens indépendamment de leur statut ou privilèges précédents. Elle fut transportée vers l'échafaud dans le même type de charrette utilisée pour les criminels communs, portant des vêtements simples qui contrastaient fortement avec les costumes magnifiques qui avaient autrefois défini son image publique. Ce dépouillement délibéré de la cérémonie royale était destiné à montrer que la Révolution avait éliminé les distinctions artificielles qui avaient séparé les dirigeants des sujets. Les foules qui se rassemblèrent pour assister à son exécution représentaient une coupe transversale de la société parisienne qui incluait beaucoup de gens qui ne l'avaient jamais vue pendant ces années comme reine. Pour la plupart des spectateurs, elle était moins une personne réelle qu'un symbole de tout ce qu'ils avaient été enseignés à haïr sur l'Ancien Régime. Leur réaction à son apparence finale déterminerait si sa mort serait vue comme le triomphe de la justice ou comme une tragédie qui révélait les extrêmes cruels de la ferveur révolutionnaire. Son comportement pendant le voyage vers l'échafaud lui fournit sa dernière opportunité d'influencer comment sa mort serait rappelée par la postérité. Elle maintint la même dignité et le même sang-froid qui avaient caractérisé sa conduite tout au long de son emprisonnement et de son procès, refusant de fournir à ses ennemis le spectacle de faiblesse ou de désespoir royal qui aurait pu justifier leur traitement dur d'elle. Son acceptation calme de son destin impressionna même les observateurs hostiles qui s'attendaient à voir soit une arrogance défiante, soit une terreur abjecte. Vers midi, le véhicule apparut sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Marie-Antoinette descendit de la charrette. Elle gravit l'échelle menant à l'échafaud, perdant l'un de ses souliers, lequel fait aujourd'hui partie de la collection du musée des Beaux-Arts de Caen. La légende dit que l'ancienne reine a marché, avec l'autre soulier, sur le pied du bourreau et que ses dernières paroles ont été « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès ». L'exécution elle-même fut accomplie avec l'efficacité mécanique qui était devenue caractéristique de la justice révolutionnaire pendant la Terreur. La guillotine qui mit fin à sa vie était le même instrument qui avait réclamé des milliers d'autres victimes, démontrant l'égalité de la mort que l'idéologie révolutionnaire imposait à tous les ennemis du peuple. Les aides l'attachèrent sur la planche, le couperet tomba. Henri Sanson saisit la tête de Marie-Antoinette par les cheveux et la brandit au peuple en criant « Vive la République ». Ces moments finaux furent témoins par des centaines de spectateurs qui porteraient leurs souvenirs de cet événement tout au long de leur vie, influençant comment les générations futures comprendraient la signification de sa destruction.
Le verdict, prononcé par le jury du tribunal révolutionnaire, le 16, à 4 heures du matin, fut exécuté, sans délai, à 12h15, place de la Révolution, sur les lieux mêmes où Louis XVI avait été guillotiné le 21 janvier. Un témoin oculaire écrivit que la garce a été à l'échafaud avec une fermeté incroyable, sans broncher. L'immédiate conséquence de son exécution révéla les émotions complexes que sa mort avait générées, même parmi ceux qui avaient soutenu la justice révolutionnaire. Beaucoup de spectateurs qui étaient venus s'attendant à célébrer l'élimination de la plus grande ennemie de la France se trouvèrent plutôt émus par la dignité avec laquelle elle avait affronté son destin. Sa transformation de symbole d'oppression royale en être humain souffrant créa des complications morales que l'idéologie révolutionnaire n'avait pas anticipées ou préparées à aborder. Marie-Antoinette fut inhumée au cimetière de la Madeleine dans la même fosse commune que son mari le ci-devant Louis XVI. On répandit de la chaux vive sur sa dépouille. L'acte de décès de la veuve Capet fut établi le 24 octobre 1793. L'élimination de son corps était délibérément conçue pour empêcher la création de sites de martyrs qui pourraient devenir des foyers pour la dévotion contre-révolutionnaire. Elle fut enterrée dans une tombe anonyme avec d'autres victimes de la terreur sans cérémonie ou mémorial qui pourraient préserver sa mémoire pour les générations futures. Cette tentative d'effacer sa mémoire de l'histoire reflétait la compréhension révolutionnaire que sa signification symbolique pourrait persister au-delà de sa destruction physique si des précautions appropriées n'étaient pas prises. Pourtant, les tentatives même d'éliminer sa mémoire de la conscience française révélèrent le pouvoir continu de son histoire pour influencer la culture politique et la compréhension historique. La sensibilité du gouvernement révolutionnaire à son influence posthume potentielle démontra que sa mort n'avait pas résolu les contradictions et les conflits qui avaient conduit à sa destruction. Au lieu de cela, elle avait créé de nouvelles formes de tensions politiques et morales qui continueraient à façonner la société française pour des générations à venir. La Restauration rendit les honneurs à la belle-sœur du roi Louis XVIII. Le 21 janvier 1815, les restes de la reine martyre furent déposés à la basilique Saint-Denis. En 1816, le roi fit élever par Pierre Petitot un monument funéraire dans la basilique. Au cimetière de la Madeleine où fut inhumée Marie-Antoinette, Louis XVIII fit construire une chapelle, la chapelle expiatoire, qui fut érigée par Lebas et Fontaine en 1826. Les nouvelles de l'exécution de Marie-Antoinette se répandirent à travers l'Europe par des canaux diplomatiques et des rapports de journaux qui portaient différentes interprétations de sa signification à divers publics nationaux. En Autriche, sa mort fut reçue comme une confirmation que la France révolutionnaire était devenue complètement dominée par des éléments extrémistes qui posaient des menaces existentielles à toutes les monarchies européennes. L'héritage de Marie-Antoinette est celui d'une figure tragique, victime de son époque et des circonstances. Les mensonges répandus à son sujet suffirent à ternir sa réputation au point que certaines rumeurs persistent encore aujourd'hui. La phrase la plus célèbre qui lui est attribuée, qu'il mange de la brioche, constitue un exemple frappant de ses fabrications. Les historiens ont démontré qu'il n'existe aucune preuve qu'elle ait jamais prononcé ces mots. Cette anecdote circulait déjà dans la littérature européenne bien avant sa naissance, et fut appliquée rétroactivement à Marie-Antoinette par ses détracteurs pour illustrer son indifférence supposée envers le peuple. Pourtant, bien que cette citation lui soit encore largement attribuée dans la mémoire collective, elle n'en demeure pas moins une pure invention. Bouc émissaire de tous les maux de la monarchie française, beaucoup ont considéré sa mort comme nécessaire à la progression de la Révolution. Malgré cela, sa légende perdure et l'histoire de Marie-Antoinette, avec sa fin tragique, continue de fasciner aujourd'hui. Dans les décennies qui suivirent l'exécution de Marie-Antoinette, quelque chose de remarquable commença à émerger des cendres de la fureur révolutionnaire. La femme qui avait été systématiquement diabolisée comme l'incarnation de tout ce qui n'allait pas avec le privilège aristocratique commença lentement à être comprise comme quelque chose de bien plus complexe et tragiquement humain. Cette transformation de sa réputation historique révèle des vérités profondes sur la façon dont les sociétés traitent les traumatismes, attribuent le blâme et finalement cherchent la réconciliation avec leur propre capacité pour la justice et la cruauté. Les enfants qui grandirent en entendant des histoires sur la méchante reine étrangère devinrent progressivement des adultes qui commencèrent à questionner les récits simplistes qu'ils avaient hérités. Alors que la France luttait pour se reconstruire après la dévastation de la violence révolutionnaire, beaucoup de citoyens se retrouvèrent à se demander si la destruction systématique d'individus comme Marie-Antoinette avait vraiment été nécessaire pour réaliser les changements politiques qu'ils avaient cherchés.
Cette ambivalence croissante sur la justice révolutionnaire reflétait des questions plus larges sur la relation entre les moyens et les fins qui continueraient à troubler les sociétés démocratiques tout au long de l'ère moderne. Les lettres et journaux tenus par les citoyens français ordinaires pendant le début du XIXe siècle révèlent des aperçus fascinants sur la façon dont la mémoire populaire de Marie-Antoinette évolua alors que les passions immédiates du conflit politique laissaient place à une considération plus réfléchie de ce qui avait réellement été accompli par sa destruction. Beaucoup d'écrivains exprimèrent leur surprise de découvrir des sentiments de sympathie pour quelqu'un qu'ils avaient été enseignés à haïr, tandis que d'autres décrivirent avoir ressenti une culpabilité inattendue concernant leur enthousiasme précédent pour la violence révolutionnaire. Ces témoignages personnels suggèrent que la mort de Marie-Antoinette avait créé des complications morales qui s'étendaient bien au-delà des objectifs politiques immédiats qu'elle était censée servir. Sa transformation de symbole vivant d'oppression en victime martyrisée força les gens à confronter des vérités inconfortables sur leur propre capacité pour la haine et la facilité dangereuse avec laquelle des êtres humains complexes pouvaient être réduits à de simples symboles politiques qui justifiaient des mesures extrêmes. L'émergence de Napoléon Bonaparte et sa transformation de la France révolutionnaire en empire créa de nouvelles opportunités pour réévaluer l'héritage de Marie-Antoinette dans le contexte de l'évolution politique française. La restauration par Napoléon de nombreuses formes et cérémonies aristocratiques sembla justifier ceux qui avaient argumenté que l'extrémisme révolutionnaire avait détruit des traditions précieuses en même temps que des abus nuisibles. Son mariage avec Marie-Louise d'Autriche créa des parallèles symboliques avec l'union antérieure de Marie-Antoinette qui suggérait la possibilité de réconcilier les réalisations révolutionnaires avec la stabilité monarchique. Pourtant, la propre relation complexe de Napoléon avec la mémoire de Marie-Antoinette révélait la sensibilité politique continue de son héritage même des décennies après sa mort. Bien qu'il restaura de nombreuses formes et cérémonies aristocratiques, il fut prudent d'éviter la réhabilitation directe de sa réputation, comprenant que toute apparence de sympathie contre-révolutionnaire pourrait compromettre son autorité auprès des anciens révolutionnaires qui formaient des composants cruciaux de sa coalition politique. Son silence sur son sort en disait long sur le pouvoir continu de la mythologie révolutionnaire pour façonner le discours politique français. La restauration des Bourbons qui suivit la défaite de Napoléon fournit les premières opportunités officielles pour honorer publiquement la mémoire de Marie-Antoinette et reconnaître les injustices qu'elle avait subies aux mains révolutionnaires. Louis XVIII, frère du roi exécuté, commanda des cérémonies mémorielles élaborées conçues pour démontrer que la France avait appris à distinguer entre la critique légitime des politiques royales et l'extrémisme destructeur qui avait conduit au régicide et à la terreur. Ces commémorations officielles furent soigneusement élaborées pour promouvoir la réconciliation nationale plutôt que la vengeance contre-révolutionnaire. La chapelle construite sur le site de sa tombe devint une destination de pèlerinage qui attira des visiteurs de toute l'Europe qui cherchaient à présenter leur respect à quelqu'un qu'ils voyaient comme une victime du fanatisme politique. Le monument simple érigé en son honneur contrastait délibérément avec les tombes élaborées qui caractérisaient les enterrements royaux traditionnels, soulignant sa transformation de reine mondaine en martyr spirituel. Les fleurs et les prières laissées par des visiteurs anonymes démontrèrent que son histoire continuait à résonner avec des gens ordinaires qui trouvaient dans son destin le reflet de leur propre lutte avec des forces au-delà de leur contrôle. Le développement de l'érudition historique moderne pendant le XIXe siècle créa de nouvelles opportunités pour examiner la vie et la mort de Marie-Antoinette par l'analyse systématique des preuves documentaires plutôt que par la propagande politique ou l'imagination romantique. Les historiens professionnels commencèrent à enquêter sur les circonstances réelles de son règne, ses relations personnelles et ses activités politiques avec des méthodes conçues pour distinguer entre les faits vérifiables et les accroissements légendaires qui s'étaient accumulés autour de sa mémoire. Ces investigations savantes révélèrent qu'une grande partie de la mythologie populaire entourant Marie-Antoinette avait été basée sur des fabrications délibérées créées par ses ennemis politiques ou des exagérations romantiques développées par ses défenseurs. L'examen systématique des archives de la cour, de la correspondance diplomatique et des documents financiers peignit une image de quelqu'un de bien plus complexe et humain que soit la figure démoniaque dépeinte par la propagande révolutionnaire, soit la martyre sainte célébrée par la littérature contre-révolutionnaire. La phrase célèbre qui lui était attribuée, « qu'il mange de la brioche », fut démontrée être une fabrication complète qui avait circulé dans la littérature européenne bien avant sa naissance. Des investigations similaires révélèrent que beaucoup d'autres accusations contre elle avaient été basées sur des commérages de cour, des spéculations politiques ou de la désinformation délibérée plutôt que sur des preuves documentées de mauvaise conduite réelle.
Pourtant, ces corrections savantes eurent un impact limité sur la compréhension populaire de sa signification historique parce que sa signification symbolique était devenue plus importante que l'exactitude factuelle sur son comportement personnel. L'émergence de mouvements intellectuels féministes pendant les 19e et 20e siècles créa de nouveaux cadres pour interpréter l'histoire de Marie-Antoinette qui mettait l'accent sur les dynamiques de genre plutôt que sur les thèmes purement politiques ou religieux. Les érudites féministes argumentèrent que sa destruction reflétait non seulement l'hostilité révolutionnaire envers l'autorité royale, mais des anxiétés culturelles plus profondes sur le pouvoir et la sexualité féminin qui l'avaient rendu particulièrement vulnérable au type d'attaques personnelles qui avaient miné sa position politique. Ces interprétations féministes soulignèrent les façons dont les critiques de Marie-Antoinette s'étaient concentrées obsessionnellement sur son apparence, ses amitiés, ses habitudes de dépenses, et d'autres aspects de son comportement qui étaient typiquement utilisés pour polisser la conduite des femmes plutôt que pour évaluer la performance politique. La destruction systématique de sa réputation par des insultes genrées et des insinuations sexuelles révéla des modèles de misogynie qui avaient façonné non seulement son destin personnel, mais le développement plus large de la culture politique européenne. L'analyse des pamphlets et matériaux de propagande révolutionnaire révéla l'étendue à laquelle les attaques contre Marie-Antoinette s'étaient appuyées sur des stéréotypes spécifiquement féminins sur la vanité, la frivolité et la mauvaise conduite sexuelle qui auraient été considérés comme non pertinents s'il avait été dirigé contre des figures politiques masculines. Ses origines étrangères furent constamment sexualisées de manière qui la dépeignirent comme une séductrice qui avait corrompu la masculinité française, tandis que son intérêt pour la mode et le divertissement fut interprété comme une preuve de faiblesse féminine qui la rendait inadaptée à l'autorité politique. Ces attaques basées sur le genre reflétèrent des anxiétés culturelles plus larges sur les rôles des femmes dans la vie politique qui continueraient à influencer la société européenne et américaine tout au long de la période moderne. Le mouvement révolutionnaire qui avait proclamé l'égalité et les droits universels avait simultanément renforcé les hiérarchies de genre traditionnelles en éliminant les quelques espaces où les femmes aristocratiques avaient pu exercer une influence politique informelle par les connexions de cour et les relations personnelles. La destruction de Marie-Antoinette avait établi des précédents pour exclure les femmes de l'autorité politique qui persisteraient longtemps après les circonstances révolutionnaires spécifiques qui les avaient créées. Son destin servit d'avertissement aux générations futures de femmes sur les dangers de défier les attentes conventionnelles sur le comportement féminin et les risques impliqués dans la recherche d'influence sur les affaires publiques par les relations personnelles ou l'innovation culturelle. L'expérience du XXe siècle avec les régimes totalitaires et la violence idéologique créa un nouveau contexte pour comprendre la justice révolutionnaire qui avait consumé Marie-Antoinette avec des milliers d'autres victimes pendant la Terreur. Les érudits qui avaient été témoins de la persécution systématique de classes sociales entières par les gouvernements nazis et communistes reconnurent des parallèles troublants entre l'extrémisme révolutionnaire du XVIIIe siècle et les pratiques totalitaires modernes. Ces analyses comparatives suggérèrent que la destruction de Marie-Antoinette avait fait partie d'un modèle plus large de violence idéologique qui ciblait les individus non pour des crimes spécifiques, mais pour leur représentation symbolique de groupes sociaux ou de valeurs culturelles que les mouvements révolutionnaires cherchaient à éliminer. Son exécution avait établi des précédents pour le type de persécution systématique qui caractériserait les mouvements politiques les plus destructeurs de l'ère moderne. Le développement de l'industrie de la culture populaire pendant le XXe siècle créa de nouvelles opportunités pour accent aigu imaginer l'histoire de Marie-Antoinette par des films, romans et autres formes de médias qui atteignirent des publics de masse plutôt que des élites éduquées. Ces représentations populaires mettaient souvent l'accent sur des éléments romantiques et dramatiques de sa biographie tout en minimisant les facteurs politiques et sociaux complexes qui avaient façonné sa signification historique. Les productions hollywoodiennes en particulier tendaient à la dépeindre comme une héroïne romantique tragique dont les relations personnelles et les expériences émotionnelles étaient plus importantes que les forces historiques plus larges qui avaient déterminé son destin. Ces interprétations cinématographiques reflétaient souvent les valeurs américaines contemporaines sur l'individualisme, la culture de consommation et les relations de genre plutôt qu'un engagement sérieux avec l'histoire politique européenne du XVIIIe siècle. La fin du XXe siècle fut témoin d'un intérêt savant renouvelé pour l'histoire de Marie-Antoinette alors que les historiens développaient de nouvelles méthodes pour analyser les dimensions culturelles et sociales du pouvoir politique. Ces approches soulignèrent l'importance du rituel, de la cérémonie et de la représentation symbolique dans le maintien de l'autorité gouvernementale, suggérant que sa destruction avait reflété non seulement des conflits idéologiques, mais des changements fondamentaux dans la façon dont les sociétés européennes comprenaient la relation entre les dirigeants et les sujets.
Les historiens culturels argumentèrent que le destin de Marie-Antoinette avait été scellé non seulement par ses erreurs politiques ou ses échecs personnels, mais par son incapacité à s'adapter aux attentes changeantes sur le comportement royal et la responsabilité publique. La magnificence cérémonielle qui avait autrefois démontré l'autorité légitime était devenue, à la fin du XVIIIe siècle, une preuve de privilège illégitime qui aliénait plutôt qu'inspirait la loyauté populaire. La préservation de Versailles comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO a créé des espaces physiques où les visiteurs contemporains du monde entier peuvent expérimenter quelque chose de l'environnement qui a façonné la compréhension de Marie-Antoinette de l'autorité royale et de la hiérarchie sociale. Marcher à travers la galerie des glaces ou visiter le Petit Trianon permet aux gens modernes d'entrevoir la culture matérielle qui avait défini son existence quotidienne tout en reconnaissant également à quel point ce monde fut complètement détruit par le changement révolutionnaire. Ces espaces préservés servent de monuments non seulement à la magnificence royale mais à la fragilité des systèmes politiques et sociaux qui peuvent sembler permanents et inévitables à ceux qui vivent en leur sein. Les pièces vides et les jardins silencieux de Versailles rappellent aux visiteurs contemporains que même les institutions humaines les plus élaborées sont sujettes à des forces historiques qui peuvent balayer des siècles de tradition en quelques années de bouleversements révolutionnaires. Les programmes éducatifs développés autour de l'histoire de Marie-Antoinette dans les écoles et musées à travers le monde ont créé des opportunités pour les jeunes gens d'explorer des questions fondamentales sur la justice, la responsabilité et le changement historique en s'engageant avec sa biographie. Sa vie fournit des points d'entrée accessibles pour discuter de sujets complexes sur le développement politique, l'inégalité sociale et le conflit culturel qui continuent à façonner la société globale contemporaine. Les enseignants ont découvert que les étudiants répondent puissamment aux dimensions humaines de son histoire tout en apprenant également d'importantes leçons sur les dangers de l'extrémisme politique, l'importance de comprendre différentes perspectives historiques et les relations complexes entre les choix individuels et les circonstances sociales. Sa transformation d'une jeunesse privilégiée en victime tragique résonne avec les jeunes gens qui développent leur propre compréhension de l'équité, de la responsabilité et de la complexité morale. Les débats savants en cours sur la signification historique de Marie-Antoinette reflètent des questions plus larges sur la façon dont les sociétés démocratiques devraient se souvenir et interpréter leur passé, particulièrement lorsque ce passé implique la violence et l'injustice commises au nom d'idéaux politiques qui continuent à façonner la gouvernance contemporaine. Son histoire force les gens modernes à confronter des vérités inconfortables sur les coûts du changement politique et les ambiguïtés morales qui caractérisent la plupart des transformations historiques significatives. Les historiens contemporains continuent à découvrir de nouveaux documents et preuves qui illuminent des aspects précédemment inconnus de sa vie et de sa mort tout en développant également de nouveaux cadres interprétatifs qui reflètent la compréhension changeante du genre, du pouvoir et de la culture politique. Ces investigations continues assurent que Marie-Antoinette reste non seulement une figure historique mais un sujet actif d'enquête savante qui contribue à une compréhension plus large du développement politique européen et de ses implications globales. La portée internationale de l'intérêt pour l'histoire de Marie-Antoinette reflète l'impact global de la Révolution française et les idéologies démocratiques qui ont émergé du bouleversement politique du XVIIIe siècle. Son destin continue à résonner avec les gens à travers le monde qui luttent pour comprendre la relation entre l'autorité traditionnelle et la démocratie moderne, entre les droits individuels et le bien-être collectif, entre la réforme pacifique et le changement révolutionnaire. Son héritage sert de rappel que le changement historique implique toujours des coûts humains qui transcendent les bénéfices ou inconvénients abstraits de différents systèmes politiques. La princesse autrichienne adolescente qui devint reine de France et fut finalement détruite par des forces qu'elle ne pouvait ni contrôler ni comprendre continue d'incarner les relations complexes entre la tragédie personnelle et la nécessité historique qui caractérisent les moments les plus significatifs dans le développement politique humain. L'histoire de Marie-Antoinette reste inachevée parce que chaque génération découvre de nouvelles significations et pertinences dans son remarquable voyage du privilège à la persécution. Sa vie et sa mort continuent d'illuminer des questions durables sur le pouvoir, la justice, le genre et le changement politique qui resteront pertinentes aussi longtemps que les sociétés humaines luttent pour équilibrer des revendications concurrentes sur l'autorité légitime, les droits individuels et le bien-être collectif. Les cabinets intérieurs de la reine à Versailles, qui ont rouvert après plusieurs années de travaux, offrent aujourd'hui aux visiteurs un aperçu intime de l'espace personnel de Marie-Antoinette. Situées derrière le grand appartement, ces pièces ornées avec le plus grand soin connurent de nombreuses modifications. Marie-Antoinette y laissa son empreinte, exquise. Dans ces espaces, on peut encore ressentir quelque chose de la femme réelle qui se cachait derrière le mythe.
L'influence de Marie-Antoinette sur la mode et la culture continue de se faire sentir aujourd'hui. Son goût pour les styles innovants et son désir de créer sa propre identité vestimentaire ont inspiré des générations de créateurs de mode. Les historiens de la mode reconnaissent qu'elle a joué un rôle crucial dans la transformation de la mode française en un phénomène culturel international qui continue de dominer l'industrie mondiale. Son patronage des arts et de la culture, bien que critiqué à son époque, a en fait contribué à maintenir la position de la France comme centre culturel de l'Europe. Les artistes qu'elle a soutenus, les spectacles qu'elle a commandés, et les innovations esthétiques qu'elle a encouragées ont enrichi le patrimoine culturel français de manières qui sont encore appréciées des siècles plus tard. Le portrait le plus célèbre d'elle, Marie-Antoinette à la rose par Élisabeth Vigée-Lebrun, capture quelque chose d'essentiel dans son caractère, une combinaison de grâce, de vulnérabilité, et de dignité qui transcende les controverses politiques qui ont entouré sa vie. Ce tableau, et d'autres œuvres d'art qui la représentent, ont contribué à humaniser son image au fil des siècles. L'intérêt persistant pour Marie-Antoinette dans la culture populaire moderne, des biographies aux films en passant par les expositions de musées, témoigne de la fascination durable que son histoire exerce sur l'imagination publique. Elle est devenue une figure presque mythique qui représente simultanément le luxe excessif, la tragédie personnelle et la résilience humaine face à l'adversité insurmontable. Les commémorations bicentenaires de la Révolution française en 1989 ont fourni des occasions de réévaluer la signification historique de Marie-Antoinette dans le contexte des luttes continues de la France pour équilibrer les idéaux démocratiques avec le respect des droits individuels et des traditions culturelles. Ces célébrations officielles ont révélé des divisions continues au sein de la société française sur l'héritage de la violence révolutionnaire et la relation appropriée entre la mémoire historique et l'identité politique contemporaine. Certains événements commémoratifs ont mis l'accent sur les réalisations progressives de la démocratie révolutionnaire, tout en reconnaissant que la terreur avait représenté un départ tragique des idéaux humanitaires qui avaient initialement inspiré la réforme politique. Ces approches équilibrées suggérèrent que la destruction de Marie-Antoinette, bien que historiquement compréhensible, avait violé les principes de justice et de dignité humaine qui devraient guider les sociétés démocratiques modernes. L'âge numérique a apporté de nouvelles dimensions à l'héritage de Marie-Antoinette avec des communautés en ligne dédiées à l'étude de sa vie et de son impact historique. Les plateformes de médias sociaux ont créé des espaces où les gens du monde entier peuvent partager leur fascination avec son histoire, débattre des interprétations historiques, et explorer les connexions entre ses expériences et les questions contemporaines sur la célébrité, la politique et l'examen public. Ces conversations numériques révèlent souvent comment son histoire continue de résonner avec les publics modernes qui luttent pour comprendre la relation entre l'agence individuelle et les forces sociales dans leur propre vie. Sa transformation d'une jeunesse privilégiée en victime tragique fournit un cadre pour explorer des questions sur la responsabilité, la justice et les limites du contrôle personnel qui restent pertinentes à travers les périodes historiques et les contextes culturels. Ainsi, chers amis, alors que les ombres finales de notre soirée s'installent autour de nous, nous arrivons à la fin de ce voyage remarquable à travers l'une des vies les plus extraordinaires et déchirantes de l'histoire. L'histoire de Marie-Antoinette nous rappelle que sous les titres les plus grandioses et les circonstances les plus scintillantes se trouvent des vérités universelles sur le courage humain, la dignité et le pouvoir durable du pardon qui transcendent même les chapitres les plus sombres de notre passé commun. Ce soir, alors que nous nous préparons pour un sommeil reposant, nous pouvons trouver dans l'histoire de Marie-Antoinette à la fois des rappels sobres sur la fragilité du monde que nous tenons pour acquis et des exemples inspirants de la façon dont les individus peuvent maintenir leur humanité essentielle, même lorsque tout ce qui est familier a été arraché. Son héritage continue de nous enseigner que la véritable noblesse ne réside pas dans les accidents de naissance ou les privilèges de position, mais dans la façon dont nous choisissons de faire face aux défis que l'histoire présente à nous tous. La lumière des bougies qui illuminaient autrefois les halls magnifiques de Versailles s'est éteinte depuis longtemps. Mais la mémoire de la jeune femme qui marchait dans ces halls continue de projeter sa propre lueur douce à travers les siècles, nous rappelant que chaque histoire humaine, peu importe combien grande ou tragique, parle finalement de vérités universelles sur l'amour, la perte, le courage et l'espoir durable qui nous soutient à travers nos heures les plus sombres. Que sa mémoire vous apporte la paix alors que vous dérivez dans de doux rêves, sachant que demain détient de nouvelles histoires attendant de se déployer dans ces heures tranquilles que nous partageons ensemble. Bonne nuit et que le repos vous soit doux.